de la con. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au menu aujourd'hui, pour commencer comme chaque semaine, l'essentiel de l'infomédia en images et en 5 minutes. C'est notre Média Mix avec dans l'actu le grand retour de Patrick Sabatier. Ce sera cet été et sur France 2, il prendra la place de Nagui. Magali Lunel, le nouveau visage des magazines d'info de TF1, mais qui est-elle? Son portrait dans Plus clair. 10 jours sans télé. Qu'est-ce que ça donne? Régime sec pour 250 jeunes cobayes à Strasbourg. Bonne ou mauvaise idée? Le débat. Dans les coulisses d'une émission pas comme les autres, un grand show en l'honneur de Franck Ribéry. Ni match de foot, ni concert, ni documentaire, ni hommage. Un peu tout ça à la fois. Nous avons assisté à l'enregistrement au Zénith de Lille. C'était mardi. Sur notre plateau, la plus fidèle des journalistes du service public, Élise Lucet, file toujours le parfait amour avec France Télévisions. À la veille d'un prime sur France 2, elle nous dira comment elle envisage son avenir et celui de la télé publique où la grogne est montée d'un cran cette semaine. Invitée de Plus clair également, l'héroïne glamour de TF1, Ingrid Chauvin, revient pour une série dont la chaîne a le secret. Marre d'être un sex symbole, elle veut casser son image, elle va nous en parler. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Amanda Lear et Denis Brognard, l'Observatoire des séries, la Webzone et notre télé des voisins. Voilà pour le menu, on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus clair. C'est le Média Mix préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Lundi dans la presse écrite, on apprenait le grand retour de Patrick Sabatier sur France 2. Et oui, tout l'été, il animera N'oubliez pas les paroles en remplacement de Nagui. Vous allez vous mettre la pression tout seul. Patrick Sabatier, c'est en quelque sorte l'animateur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que tous les autres un peu plus âgés n'ont pas oublié. Allez, jingle nostalgie. Depuis mars dernier, Patrick Sabatier anime à chacun sa vérité sur Cap 24, une chaîne de la TNT. Son arrivée cet été sur France 2 scellera peut-être un retour gagnant, mais un retour au cœur d'une polémique lancée par le journaliste Renaud Revel. On peut se poser la question de la concomitance entre le fait que Patrick Sabatier ait vu Nicolas Sarkozy un jour et le fait qu'il débouche sur France 2 aujourd'hui. C'est un fait du hasard, mais c'est un heureux hasard. J'irai pas jusqu'à dire effectivement que là, le premier Nicolas Sarkozy est à l'origine de l'arrivée de Sabatier sur France 2. Mercredi sur Canal+, Nagui, le producteur de N'oubliez pas les paroles, répondait à Renaud Revel. Il est très honnête quand il dit « Je ne sais pas si c'est un rapport entre le rendez-vous et le résultat, le rendez-vous à l'Élysée ». Dont j'ignorais l'existence, mais je le crois, s'il le dit. Mais ou sinon, Patrick Sabatier, c'est un bon choix ou pas? Je pense que c'est un bon choix parce que Sabatier est quelqu'un de totalement vintage, comme on dit. Il a un peu le what else, quoi. Il a un peu le côté comme ça, en forme séduisant, ouais, sans les capsules. Je pense que ça va marcher, effectivement. Mercredi, du nouveau dans le Mercato, Nicolas Demorand, l'animateur de la matinale de France Inter, et Daniel Picouli, qui tient les rênes de Café Picouli sur France 5, arriveront tous les deux sur France 2 à la rentrée. Ils devraient se partager un vendredi sur deux, la seconde partie de soirée en lieu et place de Guillaume Durand et de son émission Esprit Libre. Guillaume Durand, qui devrait prendre la place des secrets d'histoire de Stéphane Bern le dimanche après-midi. Toujours sur France 2, Julien Courbet pourrait arriver en tant que producteur ou animateur de l'Access Prime Time. Pour l'instant, rien n'est fait, mais son projet tiendrait la corde. Enfin, sur M6, le talk show de Marc-Olivier Fogiel, T'empêche tout le monde de dormir, s'arrête. L'animateur va se lancer avec la chaîne dans un nouveau projet. Mardi, le combat de la semaine en termes d'audience opposait deux émissions programmées en seconde partie de soirée. À gauche, sur France 2, faites entrer l'accusé. À droite, sur TF1, au cœur du couple. Après 7 ans de vie commune, la routine a détruit leur tendresse. Et c'est TF1 qui l'emporte de justesse avec 28,4% de part d'audience contre 26,1% pour France 2. Ça, c'est votre argument clé. Il faut croire que TF1 avait trouvé le bon moyen de convaincre les ménagères de moins de 50 ans. 36,3% d'entre elles ont en effet suivi le coaching de Claire et Fred, mené de main de maître par la redoutable Esther. Il va falloir réagir et très vite. Et je ne leur pardonnerai rien, parce qu'ils ne se pardonnent rien. Sur France 2, forcément, Christophe Ondelat était triste. Son inquiétude n'est pas prise au sérieux. S'il avait besoin de réconfort, j'étais là. S'il avait besoin de parler, j'étais là. Mercredi, rassemblement de protestation à Paris devant le siège de l'agence France Presse sous le mot d'ordre AFP menacé, presse bâillonnée, liberté en danger.
Ce rassemblement aujourd'hui de toute la rédaction porte un message très clair. L'AFP souhaite dire qu'elle n'accepte pas les pressions politiques. La semaine dernière, Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP, reprochait à l'agence France-Presse de ne pas avoir fait état de la condamnation prud'homme de Ségolène Royal. Derrière cette affaire, qu'est-ce qu'il y a ? Le sentiment qu'au fond, les journalistes, c'est des perroquets, des boîtes aux lettres et rien d'autre. Non, un journaliste, il n'est pas là pour redire ce qu'a dit un homme politique, il est là pour voir si ce qui est dit est intéressant pour le grand public. L'agence France-Presse, un des pôles publics d'information en France, n'en a pas fini pour autant avec l'UMP. Mercredi soir sur la chaîne Tout Info iTélé, voilà ce que disait Claude Goasguen, député UMP de Paris. On considère que c'est l'État, c'est l'État. Ben non, c'est pas l'État, l'AFP. Une agence internationale, ça peut être une agence privée. Une privatisation de l'AFP, une nouvelle idée de l'UMP qui ne devrait pas plaire à ses journalistes. Mardi, écran noir dans les écoles de Strasbourg. Une expérience unique en Europe. 250 écoliers strasbourgeois font ce geste. Pas de télévision, pas d'ordinateur ou de console de jeu. Nous avons rencontré 2 spécialistes qui ont écrit plusieurs ouvrages autour de l'enfance pour savoir ce qu'ils pensaient de cette expérience, intitulée Le Défi et qui doit durer 10 jours. Ce que je trouve formidable dans cette expérience, c'est qu'elle invite à s'arrêter, à réfléchir, et puis les enfants sont obligés de choisir ce qu'ils ont vraiment envie de regarder, ce qu'ils ont moins envie de regarder. Ça ne sert à rien. C'est une nostalgie, mais le monde des enfants, aujourd'hui encore plus demain, c'est cette fenêtre ouverte sur l'univers qu'est la télévision, le multimédia, l'Internet. Il faut les éduquer au contraire. Tout couper, c'est comme vous dire on revient à la bougie. Non, ça ne marchera pas. Une expérience née du constat que les enfants en France passent 1200 heures par an devant leurs écrans et qu'un enfant de 11 ans a vu en moyenne 8000 meurtres à la télévision. Reste à savoir comment ces petits écoliers strasbourgeois auront relevé ce défi, affaire à suivre dans quelques jours. Lundi, la journaliste de LCI, Magali Lunel, faisait de nouveau parler d'elle dans la presse écrite. On sait qu'elle sera la nouvelle présentatrice du Droit de savoir à la place de Charles Villeneuve, et ce, à la rentrée prochaine sur TF1. Mais qui est-elle vraiment ? Ses débuts, Magali les a faits sur la chaîne Infosport en juin 2000, dans laquelle elle reste 5 ans. Elle y présentera, entre autres, Passeport, un journal de l'actualité sportive. À l'époque, déjà, Magali adorait les hauts tendances. Après Infosport, elle rejoint Eurosport puis LCI où en septembre 2007, elle co-présente le journal de la Coupe du Monde de rugby. C'est aussi à cette époque qu'elle travaille aux côtés d'Eugène Sacomano dans On refait le match. Alors Eugène, elle est comment Magali ? C'est une fille qui est mignonne, qui est vive à l'antenne, qui est intelligente et qui en veut vachement, qui est très courageuse. Depuis la rentrée, Magali Lunel présente les JT du week-end sur LCI et devrait toujours les présenter à la rentrée prochaine, en plus de son nouveau magazine sur TF1. L'Euro 2008, c'est le 7 juin au soir, mais ça commence dès la veille sur Direct 8 avec un drôle de programme, mélange de musique, de football sur une vraie pelouse et de reportages, tout cela autour de Franck Ribéry. La star des Bleus et du Bayern de Munich sera le héros d'un show inédit au Zénith de Lille. Ses proches, ses amis, ses artistes préférés sont venus participer à cette fête devant 3000 supporters déchaînés. L'enregistrement avait lieu mardi soir à Lille et les caméras de Plus Clair y étaient bien sûr. Reportage de Julien Dugast. Prenez vivement dimanche et son canapé rouge. Mélangez-le à Interville et ses défis. Et vous obtenez le Ribéry Show. Le Ribéry Show, c'est comme son nom l'indique, une émission entièrement consacrée à la star française du Bayern de Munich, Franck Ribéry. Enregistré à Lille mardi soir, ce show mélange musique. Ici, c'est Sheriff Halouna en répétition. Des démos de foot et des témoignages intimistes. Le tout avec pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 animateurs. Il y a 2 binômes. D'un côté, Alexandre Delperrier et Arnaud Gidouin. Et moi, je m'occupe de la partie talk avec Florian Janton de RMC. Voilà. Donc c'est du passage de plat en zigzagant, mais tout est verrouillé. Surprise, ce spectacle à gros budget, vous ne pourrez pas le voir sur une grande chaîne hertzienne, non. Le Ribéry Show sera diffusé en simultané sur Direct 8, RMC et MSN.fr. On appelle ça le cross-média, le tout rendu possible grâce à un équipementier généreux qui sponsorise l'événement. Une initiative en tout cas qui n'énerve pas notre JPP national. La jalousie ? Oh non, c'est pas le genre de la maison du tout. Non, mais je crois qu'il faut vivre avec son temps. À l'époque, c'était pas trop d'actualité. Maintenant, c'est sûr que les équipementiers ont pris une part importante, prépondérante dans la carrière d'un joueur. Et c'est tout à fait normal de suivre son jeu comme ça.
moi je trouve ça plutôt pas mal. Un joueur en l'occurrence qui ne prend pas ce show pour des vacances avant l'Euro 2008. En coulisses, Franck Ribéry est presque aussi tendu qu'avant de jouer une demi-finale France-Brésil. C'est quand même quelque chose qui dure très longtemps, qu'il faut patienter, qu'il faut toujours être attentif, concentré. Moi je prends ça comme si je frappais dans un ballon. 20h25, l'heure de l'enregistrement est proche. Charlotte Savreux, habituée des plateaux douillets de Direct 8, prend la température. Rapide brief pour le milieu offensif. Donc Franck, globalement, notre entrée de scène se trouve ici, tout le monde vite fait. Mais de toute façon, tu t'inquiètes pas, il y a 12 caméras autour de toi. Où que tu regardes, on aura une image. Ça marche ? L'enregistrement du Ribéry Show peut commencer. Je vous demande s'il vous plaît de faire une ovation et d'accueillir Monsieur Franck Ribéry. Un freestyle violent pour la scène des impacts. 62 virulent. Un enfant de la tête. La soirée. Dans le cas régie aux commandes des 12 caméras, Didier Fraisse, réalisateur récurrent de la méthode Coué, notamment. Madame Ribéry reste jusqu'au bout. Tout le monde, c'est nous la famille. Walibel. On est tous heureux quoi. On est tous heureux d'être sur un terrain comme on dit. Le problème c'est que c'est trop court les sujets. Je peux pas aller aux toilettes. 4h30 sans aller aux toilettes, dur. 1h du matin, l'enregistrement est enfin fini. T'as passé une belle soirée, c'était un bon moment, Franck. Je pense que je remercie à tout le monde qui ont pu être ce soir-là. Je sais que c'est pas facile. Et je remercie beaucoup le public. Et voilà, vive le Nord. Franchement, je suis très content parce que c'est super bien passé. Cross Média oblige, ça se regarde sur Direct 8, ça s'écoute sur RMC, ça se commande sur msn.fr, le tout en simultané le 6 juin à 20h40. Elle est aux commandes du Trésor de France 2 depuis 3 ans. Son magazine Pièce à conviction s'impose depuis 8 ans. Alors forcément un jour ça paye. Élise Lucet s'offre un prime time. Ce sera le 10 juin sur France 2, une émission consacrée aux seniors. Élise Lucet, c'est la longévité, la fidélité. Alors que pense-t-elle de cette télévision publique dont elle est le visage, une télé publique en pleine révolution? Élise Lucet est notre invitée. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charlotte. Sur le plateau de Plus Clair. À nos 100 ans. C'est pas mal, non? C'est le titre du magazine qui va être diffusé le mardi 10 juin à 20h50 sur France 2. C'est une première, un prime time sur France 2 pour Oui, vous. c'est une première. En dehors des soirées électorales, bien sûr. Oui, ça c'est une autre histoire. Mais oui, c'est une première. Le pari m'intéressait beaucoup parce que c'était une émission qui a à la fois du fond, beaucoup de reportages extrêmement intéressants et beaucoup d'humanité. Donc j'ai dit oui pour ça. Et voilà, je trouve qu'on est en train de vivre une révolution démographique très importante. Ça parle en des France. plus de 60 ans, hein, de la population qui vieillit. Ça va continuer d'ailleurs. Est-ce que la société est prête? Voilà le thème de l'émission. En fait, on est parti d'un constat assez simple. Il y avait 200 centenaires dans les années 50-60 en France. Il y en a 20 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire que potentiellement, vous et moi, on est centenaires. Est-ce que la société française est prête ou pas? Très franchement, elle ne l'est pas vraiment. En tout cas, France 2 estime que c'est important, hein, puisqu'il y a une programmation en prime time à 20h50. Pour vous, alors il y a le Trésor, bien sûr, il y a aussi le magazine mensuel Pièce à conviction. Il y avait eu d'ailleurs un prime de Pièce à conviction à l'occasion de la Shoah par balle, ce document exceptionnel qui avait été programmé justement à 20h50. Est-ce que ça pourrait se reproduire? Est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau une programmation en prime? On en parle sérieusement. Et pas forcément. Avec France 3. Et pas forcément une seule. Ah, ce serait pour la rentrée alors? Bah écoutez, on est en pleine discussion en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est que l'information est une marque de fabrique de France Télévisions. L'information, y compris en prime time, qu'on voit pas forcément sur les autres chaînes et sur les chaînes privées, est une marque de fabrication de France Télévisions. Et qu'on voit aussi que les téléspectateurs sont de plus en plus preneurs d'émissions d'information fortes, où ils apprennent des choses. M6 l'a fait avec 66 minutes, hein, donc c'est à la mode, entre guillemets, en ce moment, de justement faire remonter ces magazines d'information qui étaient souvent en deuxième partie de soirée et de les faire remonter en prime time. Simplement, nous, on sera monothématique parce qu'on l'a toujours été. Pièce à conviction est une émission qui traite d'un seul dossier, contrairement à quasiment toutes les autres émissions, d'un seul dossier pendant 2 heures. Donc on retrouverait ce décryptage et ce document exceptionnel, ce coffre Pièce à conviction, on le retrouverait donc en prime time tous les mois. On est en discussion.
Avec France 3. Vous vous dites, je veux bien m'intéresser justement à sortir de mon trésor, m'intéresser à tous les thèmes, du moment qu'on ne me parle pas de la bourse et du foot. C'est vrai. Bon, alors cette année, il y a l'affaire Kerviel et l'Euro 2008. Alors on fait comment? Non, mais attendez, franchement, l'affaire Kerviel, là, je veux bien tous les jours parce que c'est un polar. Oui. C'est un polar. Donc la bourse comme ça, banco, je signe tous les jours. Qui a gagné mercredi, Manchester ou Chelsea? Bah, je sais, Manchester, quand même. Franchement. Vous pourriez vous contenter du trésor. Il marche bien, ce trésor. Part d'audience moyenne de 18,5% depuis janvier. En moyenne, ça représente 2,5 millions de téléspectateurs. Si on compare avec il y a 3 ans et la moyenne de 15%, on peut dire que c'est une belle progression. Comment vous voyez ce succès? Comment vous l'analysez? D'abord comme un travail vraiment sur le long terme. Vous savez, moi quand je suis arrivée, prendre le trésor face à un Pernod qui est installé depuis je ne sais plus combien d'années, mais 20 ans je crois, il est évident qu'on n'inverse pas une tendance en 2 secondes et demie. Il faut vraiment faire du travail de long terme. Ensuite, c'est un travail qui se fait avec toute une rédaction et je pense qu'il faut une adhésion de la rédaction, pas au sens je ne ferai jamais tout ça sans l'équipe qui m'entoure, etc. C'est pas ça. C'est qu'il faut qu'à un moment on fasse un journal qui nous ressemble et dont on soit fier. Et donc on essaie de mettre ça à l'antenne. C'est vraiment un journal qui ressemble à France Télévisions et dont on est fier. Comment utiliser les moyens, comment faire fonctionner la rédaction de France 2 et de France 3, c'est le sujet, l'inquiétude du moment. Précisément cette semaine, mercredi, la commission Copé proposait 3 pistes pour le financement du service public sans publicité et au même moment, débrayage à France 3 pour dire justement l'inquiétude des salariés. Laetitia Krupa. Mercredi, la commission Copé donne rendez-vous à la presse pour présenter ses conclusions sur le financement de la nouvelle télé publique sans pub. Mais avant même le début de la conférence, il y a des mécontents. Il faut dire que le matin, le journal Les Échos lance la polémique en annonçant que la redevance devrait augmenter de 14 €. Comme ont publié ce matin plusieurs journaux, nous savons déjà ce à quoi M. Copé réfléchit pour le financement de la télévision publique. Et pour tous les journalistes présents, 2 fois plus nombreux que d'habitude, c'est la même interrogation. Il y a des annonces d'un côté, il y a même des fuites. Alors on se demande si les fuites ne sont pas organisées. Il y a des démentis sur l'augmentation de la redevance, par exemple. Donc c'est vrai que là, on attend un langage clair. On espère que la commission saura le tenir. Au même moment, à France Télévisions, une partie des salariés est en grève pendant 1 heure pour écouter Jean-François Copé, qui d'entrée se montre offensif. Il y a eu ce matin, dans un journal économique, un article absolument surréaliste dans lequel étaient écrits des choses qui étaient totalement inexactes, sans fondement. En fait, l'augmentation de la redevance annoncée par Les Échos est une des pistes de travail, avec aussi la taxation des fournisseurs Internet et téléphonie mobile ou la taxation de l'électronique grand public. Mais Jean-François Copé, lui, s'est déjà positionné. La redevance, Nicolas Sarkozy ne le voulait pas. Moi non plus. Je l'ai dit clairement, il y a plusieurs pistes, donc on va les préposer. Moi, je ne suis pas favorable à l'augmentation de la redevance, je l'ai dit très clairement, donc tout le monde est au clair là-dessus. Et du coup, à la fin de la conférence de presse, tout le monde est un peu dans le flou. C'est un peu le concours Lépine, cette commission Copé, cette foire aux idées. Il reste une interrogation majeure quand même, comment on finance le service public de demain, et à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la réponse. Il rame la commission là pour trouver des idées de financement. Ça se sent très bien. Il n'y aurait pas une telle usine à gaz, sinon avec 3 scénarios, alors qui ne sont ni exhaustifs ni définitifs. On se moque de qui? Et c'est vrai que c'est cette formule de Jean-François Copé que tout le monde retient. 3 familles de scénarios qui ne sont pas exclusives, qui ne sont pas définitives, parce que vraiment, faut pas le louper ça. Ni définitif, ni exclusif. N'écrivez pas que tout cela est définitif, ni que tout cela est exclusif. Seule décision définitive pour l'instant, dès le 1er septembre 2009, il n'y aura plus de pub après 20 heures sur les chaînes, avant une suppression totale au 1er janvier 2012. Et pour le financement alors ? Le 25 juin, ce sera définitif et exhaustif. En attendant, les salariés de France Télé disent déjà ressentir les conséquences de la perte de la pub sur leur travail. Oui, ça peut être des reportages à l'étranger qui se font plus difficilement parce que, comme vous savez, c'est très cher, les reportages à l'étranger. Sur l'information de France 2, très concrètement, il y a des choses qu'on ne couvre pas à cause de cette mesure qui est catastrophique pour nous pour l'instant. La commission rendra son rapport le 25 juin à Nicolas Sarkozy et c'est lui qui, au final, sera le seul à décider. Vous y comprenez quelque chose à cette réforme? Aujourd'hui, tout le monde a l'air un peu perdu. Oui, parce que cette réforme, elle a été décidée un peu dans l'urgence et donc on est dans une période transitoire.
Donc c'est pas facile à vivre, les périodes transitoires, surtout quand on est dans un paquebot qui s'appelle France Télévisions, où il y a juste un peu plus de 5000 personnes à bord. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment tous besoin que le cap soit clair et que pour nous, mais vraiment c'est très important, la pérennité de notre financement soit assurée. Il faut que ce soit décidé vite. Il faut que ce soit décidé vite, vous avez raison. Ce que disait Daniel Wolfrom n'est pas encore tout à fait journaliste juste. de France 2, il dit il y a des équipes qui partent pas. Oui, ce n'est pas encore tout à fait juste, mais en revanche, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'avant mon 13h, il y a déjà des écrans pubs qui sont partis parce que les annonceurs ont anticipé. Dès que cette annonce a été donnée, les annonceurs ont anticipé. Or, on ne peut pas, nous, travailler dans cette insécurité-là. On a besoin d'une pérennité de financement. Mais vraiment, c'est capital. Ça a déjà des conséquences sur votre 13h, par exemple, concrètement. Est-ce qu'il y a des équipes qui ne partent pas? Moi, j'ai pas eu ce sentiment. Daniel est peut-être un peu alarmiste, mais ça peut l'avoir très rapidement. Donc, il a peut-être raison d'être alarmiste dans la mesure où ça peut avoir des conséquences sur le fond des journaux et qui seraient vraiment dommageables pour les téléspectateurs. Il faut qu'on soit assuré d'avoir ce financement, c'est vraiment important. Mais pas pour nous, pas pour que France Télévisions ait une rédaction pléthorique, etc., ce qu'on peut entendre à l'extérieur. C'est pour que l'information soit juste, bonne et juste vis-à-vis du téléspectateur. L'inquiétude aujourd'hui chez les syndicats, chez les journalistes, c'est la fusion à terme des rédactions de France 2 et France 3. Alors, Patrick de Carolis, le PDG de France Télévisions, dit il n'en est pas question. Oui. Ceci dit, on entend parler de News Factory, de mutualisation des moyens, de Global Media. Alors évidemment, on craint qu'à terme, eh bien, on mutualise, on fusionne ces deux rédactions. Écoutez, moi j'en crois le PDG de France Télévisions. C'est lui le PDG de France Télévisions. Lui dit très clairement, dans notre esprit à nous, direction de France Télévisions, il n'est pas question de fusionner ces rédactions. Donc c'est très important que lui dise ça. Après que nous, dans le groupe France Télévisions, on soit amenés à chercher des solutions, qui peuvent être d'ailleurs des solutions techniques avec les nouveaux médias ou autres, pour que sur des choses très précises et qui n'entament en rien la qualité journalistique de ce qu'on produit à l'antenne, on est bien d'accord, on fasse des économies, pourquoi pas? Et je pense que c'est à nous, vraiment en interne, d'y réfléchir. Cette semaine, plus léger, cette semaine dans Télé Loisirs, un joli reportage, un reportage photo assez amusant. À l'occasion de la fête des mères, plusieurs personnalités de la télévision ont accepté de poser avec leur maman. Alors, on voit en couverture Claire Chazal, on va peut-être voir d'autres photos. Et vous voilà, vous, en compagnie de votre maman. Pourquoi vous avez accepté de poser avec elle? D'abord parce que ça lui a fait plaisir. C'est-à-dire que je n'ai pas accepté, nous avons accepté. Donc je lui ai posé la question. Moi, ça me faisait très très plaisir. Et puis surtout, j'ai accepté parce que justement, ça ne ment pas sur nos rapports. On est très proches toutes les deux l'une de l'autre. Je pense que si on avait des soucis relationnels, ça n'aurait pas été la même histoire. Mais j'avais envie, que ce soit matérialisé par une jolie photo. En plus, la séance photo était très sympa, ça s'est vraiment bien passé. Donc c'était super. Merci beaucoup Élise Lucet d'être venue sur le plateau de Plus Clair. À suivre le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Amanda Lear et Denis Brognard. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries. Nous vous dirons tout sur le genre qui cartonne, les mini-fictions. La télé des voisins avec l'immersion d'une duchesse dans une famille anglaise très modeste. Et la Webzone avec un enfilage de jeans spectaculaire. Et bien sûr notre invitée Ingrid Chauvin, elle vient nous parler de sa nouvelle série sur TF1. C'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé. Cette semaine, Amanda Lear et Denis Brognard, on regarde. À part la tienne, quelle émission aimerais-tu présenter ? Pour le voyage, pour le dépaysement, Pékin Express. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu ? Ah, ça m'est arrivé, c'était très vexant. Et dans la rue, on m'a confondu avec Ariel Dombal et une autre fois avec Lova Moore. Et on m'a apostrophé en disant genre « T'es vachement bonne, Lova Moore ». Quelle est ta marionnette préférée au Guignol ? Incontestablement Jean-Pierre Papin, PA-P1. Sa doublette magique avec Eric Cantona alias Picasso me rappelle d'énormes bons souvenirs. Pour quel produit ne ferais-tu jamais de pub ? Oh, il y en a plusieurs, je pense, les Pampers urinaires, les dentiers. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche ? Ça a été difficile, ma femme ne veut pas que je réponde à cette question, mais je vais le faire quand même. Karine Le Marchand, parce que je la trouve magnifique. Avec quel animateur ou animatrice du PAF prendrais-tu une douche ? Castaldi, le fils, bien sûr. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta carrière ?
20h10 pétante avec Stéphane Bern. On achève bien les pingouins, je sais pas comment ça s'appelait avec Stéphane Bern. C'était petites erreurs de parcours. Dis-moi, est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin ? Non, je kiffe pas Ingrid Chauvin parce que je lui en veux à mort. Elle fait saigner les dolmens et ça, c'est trop dégueulasse. Si tu arrêtes la télé demain, tu fais quoi ? Je grossis. Es-tu pour le retour de la moustache à la télé ? Oui, il y a déjà pas mal d'animatrices qui l'ont. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le mieux habillé ? Claire Chazal, alors là sans hésiter, parce que qu'elle soit en tenue décontracte ou à l'antenne, elle a toujours juste la classe, Claire. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker, Amanda ? Il y en a pas mal. Alors, je relookerais bien Ardisson, c'est toujours en noir. Faudrait relooker Nagui, qui a un drôle de goût de couleur pour ses chemises. Nelson Montfort. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Amanda Lear est sur la chaîne I, tous les dimanches à 22h dans la guerre des canons. Denis Brognard, lui, vous le retrouvez sur TF1 dès demain pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et cet été dans Koh-Lanta. Un gars, une fille et Caméra Café sont les plus connus. On les appelle les mini-fictions et leur format, comme leur nom l'indique, est mini, 5 minutes maximum, souvent entre la météo et le JT. Toutes les chaînes s'y mettent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ces programmes courts ont de si séduisant ? Comment sont-ils imaginés, fabriqués, vendus aux chaînes télé ? Et si finalement c'était le meilleur des séries françaises à la télé ? Décodage d'un format très spécial avec Vincent Calvet. En ce moment, à Paris se tourne la seconde saison de Palizzi. Mais avec Cannes, il y a encore des gens de Canal à Paris. Je suis flatté. Vraiment, je suis flatté, vraiment. Palizzi, c'est un programme court créé par Jean Dujardin et le comédien Arsène Mosca et diffusé sur la chaîne 13e rue, soit le quotidien d'un ancien truand un peu mytho tout juste sorti de prison. Allez, on s'en enquille et puis... Allez. Bon, il faut faire vite. L'équipe doit tourner 3 épisodes par jour. C'est surtout 3 par jour pendant un mois puisqu'on en fait 60. C'est très très fatigant. Ça va, allez, je mentirais si je dirais que j'ai une forme olympique. Pour moi, je dis toujours, c'est mon stage AFDAS, quoi. C'est-à-dire faire 10 minutes utiles, alors que le cinéma, on fait 1 minute 30 par jour. Moi, j'ai pas d'humour. Tu sais pourquoi Dieu a inventé le mariage ? Non. Parce qu'on n'a toujours pas inventé de lave-vaisselle qui suce. La mini-fiction, c'est un style de série bien spécifique à la France. Des épisodes de moins de 5 minutes qui marquent les esprits. Un format très couru depuis la fin des années 90 et le succès de Chouchou et Loulou. Et pourtant, à la base, Un gars, une fille, c'est l'adaptation d'un programme québécois hebdo de 26 minutes. On s'est tout de suite dit, il faut le faire en 6 minutes, il faut que ça soit quotidien. Bravo, bien joué. Il faut fidéliser le public, faire un rendez-vous. Il faut qu'un gars et une fille, ça fasse partie de la famille. Depuis, ce genre de format court est rentré dans les habitudes des téléspectateurs et des diffuseurs français. C'est vrai qu'on s'est fait une espèce de spécialité. Je veux dire, c'est vrai que M6 a fortement développé aussi ce type de format. Nous, TF1 les fait un tout petit peu plus court avec du parrainage. Mais c'est vrai qu'il y a en France une très très grande créativité. Toutes les chaînes se mettent à la mini-fiction. Sur Teva, Vous les femmes mettent en scène 2 trentenaires dans des situations burlesques. Bonsoir. Bonsoir. Et sur la chaîne Énergie Paris, Martin nous dévoile le quotidien d'un jeune père de famille. Dors bien, j'éteins. Papa, comment on fait les bébés ? Alors tu sais, il y en a une qui raconte très bien ce genre d'histoire, c'est maman. Sur 6 minutes, il n'y a pas un moment de relâchement, il n'y a pas une seconde de relâchement. Donc il faut des situations extrêmement précises, extrêmement explosives, des enjeux extrêmement forts. Donc ça demande une maîtrise de l'écriture et de l'actorat absolument exceptionnelle, très concentrée. Et quand c'est réussi, ces mini-fictions peuvent finir sur grand écran. Il y a eu Caméra Café, devenu espace détente au cinéma. Actuellement en préparation, des versions ciné de Samantha et de Kaamelott. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien dit. Pour Palizzi aussi, on rêve déjà de cinéma. Évidemment, on a envie de le voir sur 1h40, évidemment. Et en plus, dans 1h40, on verra un passé, ce qu'on n'a pas le temps de faire dans le programme court. Mais avant de se retrouver dans les salles, il faut qu'un programme court ait eu le temps de se faire remarquer. Le problème, c'est que maintenant, on veut tout de suite le succès d'un gars, une fille. On oublie qu'un gars, une fille a commencé à 14% de part de marché. Pour atteindre 2 ans plus tard, une moyenne de 25%. En tout cas, restez vigilants. Quelque part entre la météo et le JT se cachent peut-être des futures stars de cinéma. T'es un pote de Max ? T'es un pote de Max ?
Cette semaine, on a pu découvrir sur le net les toutes premières images de nombreuses séries qui seront diffusées à la rentrée aux States. Alors voici le top 3 des nouvelles séries dont on n'a sans doute pas fini d'entendre parler. Fans de SF, réjouissez-vous, le genre est en ce moment à l'honneur, la preuve avec Dollhouse. Cette série nous plonge dans un avenir proche dans lequel plusieurs jeunes adultes se font reprogrammer la mémoire sans cesse. Par Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires. Eh bien oui, ils l'ont fait. Voici la suite des aventures de la jeunesse dorée de Beverly Hills. Mais attention, les temps ont changé. Cooler, sexier, more provocative. On peut dire que ça promet. À l'époque de Paris Hilton, ce spin-off de Beverly Hills risque vraiment de donner un sacré coup de vieux à l'original. La série sans doute la plus attendue de la saison prochaine a un drôle de nom, Fringe. What I've been seeing recently, I'm scared. I just want to go back to before. I don't think you can. Une agent du FBI recrute un scientifique et son fils histoire de résoudre plusieurs phénomènes surnaturels. Either you come with me, or I let certain people know your whereabouts. What time do we leave? C'est le nouveau bébé de J.J. Abrams, le créateur d'Alias et de Lost. 15 ans après X-Files, la chaîne Fox espère bien tenir là le hit de la saison prochaine. Réponse au mois de septembre. Qu'on se le dise, Ingrid Chauvin n'est pas un sex symbole. Ah bon? Pourtant, elle est toujours aussi séduisante pour son retour sur TF1 3 ans après Dolmen, mais l'actrice en a marre de passer pour la bimbo de service. Ingrid Chauvin, héroïne de la mini-série La Main Blanche, explore un nouveau registre, l'occasion pour elle de se défaire des étiquettes. Elle est venue nous en parler sur le plateau de Plus Clair. Bonjour Ingrid Chauvin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Merci de m'inviter. Lundi, 20h50 sur TF1, La Main Blanche. Ouais. C'est le premier épisode de ce qu'on appelle une mini-série qui va en compter 4. Retour du couple star Ingrid Chauvin, Bruno Madinier. On est 3 ans après Dolmen. Est-ce que c'est la saga d'été avant l'été? Ah non, pour le coup, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes font l'amalgame avec Dolmen. Il y a vraiment que nos retrouvailles à tous les deux qui peuvent laisser supposer ça. On est dans une mini-série, dans un registre complètement différent. Donc, je dirais qu'on est plus dans un thriller romantique. Ouais, on va parler de l'histoire, mais il y a quand même certains points communs. C'est vrai que vu de l'extérieur comme ça, on se dit TF1, le couple Ingrid Chauvin, Bruno Madinier, la Bretagne, on se retrouve en Bretagne. Il y a une histoire d'amour, donc il y a quand même beaucoup de. Est-ce que c'est les ingrédients d'une recette qui fonctionne parce que ça avait plu au public? C'est vrai que ça avait plu au public, mais en même temps, c'est complètement différent. Ouais. Pour le coup, c'est un vrai thriller. L'histoire romantique, elle est vraiment sous-jacente. Elle existe, mais elle est tout en retenue, tout en pudeur. Et donc, c'est complètement rationnel, l'histoire. Il n'y a pas d'effet surnaturel, ni rien du tout. Il n'y a pas de dolmen qui saigne. Non, du tout. Le pitch de La Main Blanche, vous le disiez, c'est un thriller romantique. Vous jouez une anthropologue qui vient prêter main forte donc en Bretagne au capitaine Franck Mercœur, flic qui enquête sur une affaire mystérieuse de disparition dans les marais salants de la région de Guérande. Vous vous appelez Marion Ravel. On va regarder un petit extrait et puis on en parle juste après. Okay. Regardez la trace de l'hématome au niveau des annulaires. C'est la trace laissée par l'Alliance. Pour laisser une trace comme ça, le tueur a dû laisser la bague au doigt de la victime plusieurs heures après sa mort, non? Avec la rigidité cadavérique, les doigts se sont mis à gonfler, au point de créer un amas de sang autour de l'Alliance. Il a dû couper l'Alliance pour la retirer? Ouais. Il voulait sûrement nous empêcher d'identifier la victime. Mais il a commis une erreur. Marion, j'arrive. Marion, attrape-moi. À l'époque de Dolmen, on vous avait élu avec Bruno Madinier le couple le plus sexy de l'été. Là, on vous retrouve tous les deux. Est-ce que vous deux à l'affiche, c'est finalement la formule gagnante, le truc qui marche à tous les coups? J'espère. Non, mais pour TF1, j'imagine que TF1 y a pensé. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'ils vous ont remis tous les deux à l'affiche du même film? On va dire que, je sais pas, peut-être que c'est un tendre hasard. Mais par contre, nous, quand on a lu en fait cette histoire, on n'était absolument pas au courant de qui allait être notre partenaire. On a été chacun séduit par l'histoire en elle-même, et après on nous a dit voilà,
Mais le casting était fait, quand même. Oui, il était pensé. Oui. Il était pensé. Oui. Ouais. Vous êtes l'une des actrices les plus populaires de la télévision. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes si populaire, cette image, ce style Ingrid Chauvin? On va regarder ce que ça donne en image avec Vincent Calvet. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y en a beaucoup qui aiment bien Ingrid Chauvin. Est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin? Oui. Je la kiffe grave. Je kiffe vraiment Ingrid Chauvin, j'aime beaucoup, je l'adore, je l'aime. Cette comédienne abonnée aux énigmes provinciales de TF1 revient lundi soir dans La Main Blanche. Et c'est normal si tout le monde l'apprécie. Le style Ingrid Chauvin, c'est d'abord un regard plutôt baladeur. Il y a aussi un vrai sens de la formule. Et c'est là que la science intervient, Max, pour expliquer l'irrationnel. La viande de porc est celle qui se rapproche le plus de la chair humaine. Bon, dans La Main Blanche, Ingrid Chauvin est spécialiste des os humains. On dit anthropologue, mais oui, c'est bien moi, oui. Du coup, forcément, elle nous dit des choses que l'on ne comprend pas tout de suite et ça nous impressionne. Eh bien, quand on aura mesuré la vitesse de momification par le sel, on pourra déterminer depuis combien de temps la main était dans la saline. Pas étonnant donc que ses partenaires deviennent très vite accros à elle. Vous pouvez pas partir, Marion. J'ai besoin de vous. Vous pouvez pas partir maintenant. J'ai besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. En 2005, la saga estivale Dolmen, dans laquelle ces deux comédiens jouaient déjà ensemble, avait réuni près de 12 millions de téléspectateurs. Quelle était la probabilité pour qu'on arrive à ce résultat d'après toi? Franchement, je reconnais même plus dans le domaine des probabilités, là. Alors, combien seront-ils cette fois devant leur poste? C'est difficile à dire, il va falloir faire des analyses. La Main Blanche, lundi soir sur TF1, c'est surtout l'occasion de faire une nouvelle fois plaisir à tous les kiffeurs d'Ingrid Chauvin. Elle est française et moi aussi, donc je la kiffe, je suis Chauvin. Ciao les gars, humoriste. C'est drôle. Bon, quand on vous dit qu'on vous kiffe, ça vous fait plaisir? Bah forcément, oui. Je veux pas pleurer. Non, forcément. Ça vous fait plaisir, mais vous poussez un petit coup de gueule dans la presse magazine dernièrement. Vous dites: je suis sensible, normale, timide, hors circuit. Ma vie est on ne peut plus banale, fatiguée de cette image sexy qui vous colle à la peau. Ça finit par vous énerver. Énervé, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est à la fois drôle et puis des fois c'est fatigant parce que effectivement, moi, ce que j'aime avant tout, c'est avoir la chance de faire un métier extraordinaire et d'être normal, simple dans la vie. Faut pas oublier d'où on vient. Mais c'est peut-être lié simplement au fait que vous êtes super jolie. Alors pourquoi ne pas assumer ça et le fait que c'est aussi ce qui a fait votre succès? Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui je m'aime pas beaucoup, j'ai toujours eu un problème avec ça, donc ça me fait super plaisir qu'on me trouve jolie. J'en suis pas persuadée moi, quoi. Je me le vis pas, comme ça. Vous avez dit récemment à propos de La Main Blanche, c'est pas une saga d'été et il n'y a pas eu la même pression des producteurs en faisant allusion au fait que dans Dolmen vous étiez souvent dénudé, on montrait trop votre plastique. C'est quelque chose qui vous a pesé au moment de Dolmen? Alors je pense que je m'en suis pas forcément rendu compte sur le tournage, mais après, parce que les images évidemment sont repêchées sur internet et puis là on se revoit une fois, 2 fois, 1000 fois et c'est là où c'est compliqué. La pression, elle venait pas de là, la pression c'était surtout qu'on m'avait dit voilà, Zodiac a fait tant qu'il faut faire au moins aussi bien que Zodiac, voire plus quoi. Et se déshabiller, c'était une des conditions pour faire aussi bien, justement? C'est ce que vous disait la production, très clairement? Pas clairement, mais voilà, ça fait partie des ingrédients de rendre joli le personnage féminin et les ingrédients pour appâter le public, on va dire. Et vous le regrettez, ça, aujourd'hui? Parce que ça s'est retourné contre vous, après. Je le regrette pas, non, j'ai pas envie de regretter les choses, c'est fait, je m'en sors plutôt bien, j'ai la chance de travailler, j'assume, voilà quoi, je vais pas me plaindre. J'ai été voir en tout cas votre site officiel qui s'appelle ingridchauvin.fr et là, on vous retrouve dans une superbe animation avec des photos encore très sensuelles, accompagnées des mots féline, solaire, troublante, insoumise, intense, provocante, câline. Est-ce que ça risque pas encore une fois d'entretenir un petit peu cette confusion justement? Mais là en fait c'est simplement la première mise en page en fait, le welcome du site. Je suis en train de préparer les montages des pièces de théâtre
que j'ai pu faire, des choses complètement différentes, justement où on ne me connaît absolument pas. Et ce sera la surprise. Voilà, ça c'est Ingrid que vous connaissez, qui vous a marqué, et venez me découvrir autrement. Bruno Madinier, votre partenaire à l'écran, il dit de vous que vous êtes bien meilleur aujourd'hui qu'à l'époque de Dolmen. Qu'est-ce que vous pensez avoir gagné en 3 ans? Un peu plus de sérénité. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de vos projets et de votre actualité. La main blanche, c'est lundi à 20h50 sur TF1 avec Bruno Madinier. Merci beaucoup. Quand Sarah Ferguson milite contre les kilos, elle ne le fait pas à moitié. Déjà ambassadrice pour une marque de produits diététiques, la duchesse d'York a passé 6 mois en immersion totale dans une famille défavorisée pour leur apprendre à mieux se nourrir. Adieu son appartement de New York avec vue sur Central Park. Bienvenue dans une chambre d'hôte pour routiers, sujet de rêve pour une émission de télé. Ça donne un doc diffusé cette semaine sur ITV. Laetitia Krupa. Avec un documentaire en 2 parties, lundi et mardi soir, la chaîne britannique ITV a décroché l'une de ses meilleures audiences avec 9,5 millions de téléspectateurs. En prime time, le public anglais a assisté au retour de la duchesse d'York. The Duchess of York is back home. But will she really be able to help the Sargisons and the nation get fitter? Après 10 ans d'exil à New York, Sarah Ferguson revient donc dans la petite ville de Hull en ambassadrice du régime. Quelle meilleure façon de revenir aussi un petit peu dans les cœurs des Anglais, elle qui a beaucoup souffert dans la presse en Angleterre pendant des années. Là, elle revient en faisant une émission qui fait genre un petit peu des bonnes actions. Je pense qu'elle a bien choisi et bien ciblé son audience avec cette émission. Et le défi de Fergie, c'est de remettre la famille Sargerson dans le droit chemin. The family are all overweight. Mum, Tonya, age 47, has had heart problems. Mick, 51, has type 2 diabetes. Most of the family smoke, and even Mark, 13. Les Sargerson vivent à la limite du seuil de pauvreté, alors forcément, c'est le choc des cultures, comme le montre cette première rencontre où la famille ne reconnaît pas la duchesse. I married Prince Andrew, right? Diana was my sister-in-law. The Queen was my mother-in-law. Et puis Fergie va gagner la confiance de tous. It's a fairy tale. It's somebody listening to my problems and trying to help. Pendant plusieurs mois, la duchesse s'est transformée en coach de la famille et a réussi à changer un peu leur quotidien. Vous imaginez un petit peu une princesse qui va dans un HLM pendant quelques jours pour partager les peines et les problèmes des gens. Pour un producteur de télévision, je pense que juste l'idée de faire une émission avec Sarah Ferguson, on se dit tout de suite, oui, il faut le faire. Et c'est bien sur elle que les producteurs ont parié. Le documentaire ressemble surtout à un portrait de la duchesse d'York, comme une sorte de confession intime. Every single minute of my day, I think that I'm fat, ugly and disgusting. Every minute of the day, that I'm unworthy and that nobody likes me. Aux États-Unis, Sarah Ferguson a participé à de nombreux shows télé et s'est fait la main. Alors, des producteurs anglais seraient déjà en train de plancher sur un personnage récurrent, Fergie, la super nanny du bien-être. C'est le clip viral dont tout le monde parle en ce moment. Comment enfiler son jean de la façon la plus acrobatique, en sautant de son lit depuis une balançoire, en arrière et sans trucage. 3 millions d'internautes ont regardé cette vidéo, record à battre. Mais ce que personne n'a vu, c'est que derrière ces images amateurs se cache une grande marque de jeans. Histoire d'un joli coup marketing, Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone ? Depuis le début du mois, cette vidéo fait le tour du net. 3 acrobates du blue jean qui ne ratent jamais leur cible. Une séquence tellement efficace qu'elle a séduit les télés américaines, mais aussi les françaises. Regardez, ils se rhabillent plus vite que leur ombre. Ah oui, ça je connais. Sauf qu'il y a un hic, même si elle a toute la vidéo virale un peu loufoque postée par des anonymes, il s'agit en réalité d'une publicité pour une marque de jeans. Pourtant, aucun logo, pas de signature, alors pourquoi la marque avance masquée ? Les marques cherchent à copier les vidéos virales qui sont faites par des internautes. Ce que les marques se disent, c'est que l'appropriation et donc l'intégration des messages de la vidéo va être facilitée à partir du moment où c'est pas ciblé. Vidéo virale bidon, publicité déguisée, pas facile de s'y retrouver pour les internautes. Il y a de plus en plus de sites
qui repèrent ces vidéos. Il y a de plus en plus de classements des vidéos virales. Et du coup, les internautes peuvent aussi s'aider de ces classements, de ce qui se dit sur les blogs, sur les sites, sur les plateformes vidéo, pour s'y repérer. Ce sont d'ailleurs des blogueurs qui ont découvert que la vidéo était en fait une pub. Ils ont fait le rapprochement avec 7 autres spots pour une marque de lunettes de soleil cette fois-ci. Et comme par hasard, derrière les deux vidéos, on trouve la même agence de pub américaine. À part ça, dans la webzone, et si les stars qui apparaissent toujours sexy dans leurs clips vidéo étaient en fait un peu aidées ? On s'en doutait, mais maintenant on en a la preuve. Un studio américain spécialisé dans la retouche vidéo a diffusé ces images sur le net pour mettre en valeur le travail de ses graphistes. Des cernes et magie, plus de cernes. Une vilaine peau et hop, Photoshop partout. Et coïncidence, cette semaine, l'hebdo américain Le New Yorker publiait un article sur Pascal Dangin, le king du pixel, le magicien français de la retouche photo. Luminosité, contraste, mais aussi petits défauts. Dans l'interview, il raconte avoir donné un coup de main à 144 images dans le Vogue américain du mois de mars. Enfin, dans la webzone, la dernière tendance un peu crétine du net, c'est de se lancer des défis par vidéo interposée. This competition is called the stare. Par exemple, eux, ils essaient de tenir le plus longtemps possible sans cligner des yeux. En anglais, the stare. Chaque participant défie ensuite un autre internaute de son choix. Et lui, Kevin, a décidé de s'adresser à l'actrice américaine Jessica Alba. I'm calling out Jessica Alba, yes, the Jessica Alba. Surprise, quelques jours plus tard, le sex symbol a répondu sur un site de partage. Little Kev Jumba challenged me in the staring competition. So I'm going to beat him. Un tête-à-tête de 72 secondes avec Jessica Alba, sans le moindre clin d'œil. On comprend que ça cartonne sur le net. Près de 4 millions d'internautes sont tombés sous le charme de cette vidéo. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.